Pays du soleil couchant, à l'extrême ouest du Maghreb, le Maroc présente par rapport à ses voisins une histoire originale qu'il doit entre autres à la puissante personnalité de ses peuples et à sa position géographique. L'identité du Maroc musulman est l'œuvre de 14 siècles d'histoire. Cette épopée débute au 7e siècle. Les rois qui se sont succédés se sont attachés à maintenir les traditions ancestrales. Mohamed V et Hassan II ont œuvré à trouver un équilibre et une harmonie entre tradition et modernité. À l'aube du 3e millénaire, le jeune roi Mohamed VI a la noble tâche d'accomplir la mutation d'un Maroc traditionnel, moderne et ambitieux. Tu veux parler d'une histoire un peu écrite, on peut parler déjà des Carthaginois. Qu'est-ce que c'est que les Carthaginois? Ce sont des Phéniciens, des gens du Liban et de la Syrie qui sont venus s'installer à Carthage et qui sont venus s'installer près de Tunis, à côté de Tunis, à quelques kilomètres de Tunis. Et c'est là qu'ils ont construit une ville qui s'appelle Carthage, qui est encore actuellement. Mais seulement les Romains avaient détruit cette ville pendant les guerres entre les Romains et les Carthaginois, qui eux avaient auparavant édifié des ports tout le long de la côte méditerranéenne et tout le long de la côte atlantique. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la Tunisie qui est en jeu, mais c'est tout le Maghreb, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, où les Carthaginois se sont installés. On les trouve à Lixus, on les trouve à Carthage, on les trouve ailleurs. Après la victoire de Rome, elle s'est installée, bien sûr, à la place de Carthage, dont la civilisation a commencé à disparaître. Et les Romains ont créé tout un empire dans le Maghreb. Il y a eu une ville au Maroc qui a été gardée, conservée jusqu'à présent, plus ou moins, ou dont les vestiges ont été conservés, plus ou moins, c'est Volubilis. Et c'est là la capitale où un prince berbère, Juba II, qui était d'une très grande culture et qui avait une très grande bibliothèque, s'était marié, tu sais, avec qui? Les Romains l'ont marié avec la fille de Cléopâtre. La fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Cette fille s'appelait Cléopâtre Sélénée, ça veut dire Cléopâtre, la belle lune. Et ils ont eu des enfants. L'un des enfants a été appelé Ptolémée. Et Cléopâtre, c'est toute une histoire encore à raconter. Ce n'est pas le sujet de notre conversation maintenant. Et comment ça s'est terminé tout ça? Ça se termine comme ça s'est terminé toujours pour les grands empires. Les grands empires ont leurs heures de gloire, leurs heures de grandeur et leurs heures de décadence aussi. Et c'est une loi
qui n'échappe à aucun empire. Rome n'a pas été éternelle, n'est pas restée éternelle au Maroc. Il y a eu d'autres conquérants qui sont venus. Je prends par exemple tout de suite, après Rome, il y a eu plusieurs étapes assez courtes, mais il y a eu la conquête arabe qui est venue tout de suite et qui a duré, et dont la civilisation s'est épanouie jusqu'à présent, maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, tu sais, autant la conquête par les Arabes de l'Égypte et de la Syrie a été une conquête très très rapide et très simple, autant il a été difficile pour les Arabes de conquérir l'Afrique du Nord. Il y a eu des résistances pendant 70 ans. Ce n'est pas facile, c'est toute la vie d'un homme, depuis qu'il est né jusqu'à son âge dernier. Et pendant ces 70 ans, les Berbères, les habitants, les autochtones, ont combattu sérieusement les Arabes. Mais en fin de compte, les Arabes ont eu la victoire finale après la défaite de la Kaïna qui était une devineresse. En fin de compte, je vais me contenter de parler seulement du Maroc. Quand l'islamisation s'est réalisée en grande partie à travers le Maroc, par la victoire des Arabes, il y a eu plusieurs dynasties qui se sont succédées dans notre pays. Et la première dynastie, elle s'appelle la dynastie idrisside. Cette dynastie, le chef de cette dynastie, si vous voulez, le premier homme qui a créé cette dynastie, c'est Idriss Ier. Il est venu d'Orient et il s'est installé près de Volubilis. Alors, tu m'as dit qu'après les Idrissides, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, après la destruction, après le départ de cette dynastie, il y a eu un flottement. Des petites principautés sont nées de part et d'autre à travers le Maroc. Mais déjà, les Almoravides, la Mourabitoun, qui constituent une grande confédération de tribus, Sanhaja du sud, presque toute la Mauritanie jusqu'au fleuve Sénégal, leurs tribus s'étendent. Les Almoravides sont venus et c'est ça la deuxième dynastie qui s'est installée au Maroc. Et l'un des fondateurs, si tu veux, l'un des penseurs de cette dynastie s'appelait Abdullah ibn Yassin. C'est lui le chef spirituel de cette dynastie. Et le chef, et l'un des chefs également s'appelait Abou Bakr al-Mtouni, qui est le cousin d'un autre chef, le troisième chef, qui s'appelait Youssef Ben Sachfine et qui est très connu dans l'histoire du Maroc. Et il a construit en définitive la ville de Marrakech. Je m'excuse pour le retard, j'ai dû passer prendre un médicament. Ce n'est pas grave. Moi aussi, je m'excuse de te changer de cadre. Nous avons été au Zoudaya où nous avons parlé du début de l'histoire du Maroc, ou d'un certain nombre de chapitres premiers de l'histoire du Maroc. Et je t'ai amené ici dans ce cadre parce que ça me rappelle des souvenirs de jeunesse, des souvenirs d'hommes un peu fous, comme toute jeunesse. Les Almoravides étaient très puissants, alors comment ils ont fait les Almohades pour prendre le pouvoir? Eh bien, ça n'a pas été facile. C'est pas comme ça. Il y a eu énormément de batailles, de combats. Il y a eu des morts de part et d'autre, de la part des Almoravides comme de la part des Almohades. Les Almohades qui s'étaient installés à Tinmel avaient déjà organisé une armée. Ils pouvaient attaquer le royaume, enfin la capitale
Et Armat aussi, qui était également une ville très importante. Et il y a eu des batailles où des chefs almohades ont été tués. Et Mehdi Bentoumert, qui s'est fait appeler Mehdi, a été à la fin de sa vie en quelque sorte. Il a demandé, est-ce que Abdelmoumen est vivant? Et on lui a dit, effectivement, il est vivant. Il a dit, notre dynastie est sauvée et nous serons les maîtres dans ce pays. Après sa mort, Abdelmoumen a été élu par la Jma'a comme le prince des musulmans, comme Youssef Ben Tachfin d'ailleurs. Et il y a eu également de nouvelles batailles, aussi bien à travers le Maroc qu'en Andalousie, pour prendre effectivement le pouvoir, Fès, etc., Tlemcen, et ainsi Abdelmoumen a pu unir toute une grande partie de l'Afrique du Nord et toute l'Andalousie sous son emprise. Une dynastie est venue après les Almohades qui s'appelle la dynastie mérinide. C'est également, comme les Almohades et les Almoravides, une dynastie berbère, autochtone. Et nous pouvons parler des inventions, des inventeurs, par exemple ceux qui ont inventé la clepsydre. La clepsydre est une sorte d'horloge qui montre l'heure, et bien sûr aussi bien l'heure du jour que de la nuit. C'est surtout pour connaître les heures de la prière avec beaucoup de précision. Et cette clepsydre s'est développée, c'est une sorte de magana. Les Tunisiens l'appellent mangana. Ici, on l'appelle magana. Et elle s'est développée à travers le monde musulman. Et surtout au Maroc, à Fès, à Figuig, il y avait des clepsydres. La Bouanania contient une clepsydre. La mosquée de la Karaouine contient une grande clepsydre. Enfin, c'est pour te donner l'exemple de l'esprit inventif des Marocains au Moyen-Âge, où encore on était encore à la recherche en Europe d'une voie vers la Renaissance qui n'avait pas encore été annoncée. Pendant ce temps, il y avait de grands savants qui sont connus universellement, comme par exemple Ibn Battuta, qui a voyagé pendant le règne d'Aboualinen, qui est allé jusqu'à Pékin. Et il y avait également un très très grand savant qui, avant la sociologie, avant les sciences sociales en Occident, était déjà un très grand savant dans ce domaine, qui s'appelle, que tu connais certainement, Ibn Khaldoun. Il a écrit la Muqaddima, ce qu'on appelle en français les prolégomènes, et il a écrit toute l'histoire du monde connu à ce moment-là. La fin des Mérinides n'a pas été très heureuse. Il y a eu des luttes d'influence pour le pouvoir. Et ensuite sont venus des cousins des Mérinides qu'on appelait les Wattassides, les Bani Wattas. C'est une tribu qui appartient aux Mérinides. Ces Bani Wattas également ont continué à se combattre entre eux, à s'entretuer pour prendre le pouvoir. C'est à cette époque-là que se situe la vie extraordinaire d'un homme d'origine de Grenade, mais qui est venu à l'âge de 4 ans à Fès. Et en réalité, c'est un fasci. Il est devenu fasci par la force des choses. Et c'est lui, Léon l'Africain. Pourquoi on l'appelle Léon l'Africain? Son nom n'était pas Léon l'Africain. Son nom, c'était Mohammed, c'était Al-Hassan Al-Wazan. Il a fait un très très grand voyage et il a réuni un certain nombre d'informations. À Gerba, en Tunisie, dans l'île de Gerba, il a été fait prisonnier par les corsaires italiens. Et comme ils ont vu que c'était un monsieur qui avait des connaissances, ils l'ont présenté comme esclave au pape. Et le pape, ayant vu l'étendue de ses connaissances, l'a converti au christianisme. Ce qu'on sait,
c'est qu'il a écrit un ouvrage immense, un pavé, ce qu'on appelle un pavé maintenant, sur la description, ça s'appelait la description de l'Afrique, où il y a des pages d'une très très grande beauté sur la description de Fès à son époque. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur cette époque des Ouattacides. Après les Ouattacides, dont le règne il s'est terminé dans le sang, ces Saadiens ont pris le pouvoir d'une manière, avec une poignée sérieuse, et ils ont commencé à combattre avec les Zaouïas, avec les marabouts, tous les étrangers qui occupaient le pays. Et à ce moment-là, il y avait quand même une lutte d'influence entre deux frères saadiens, l'un qui s'appelait Abd el-Malik et l'autre qui s'appelait Mohammed. Mohammed a convaincu Sébastien, le roi Sébastien du Portugal, de venir avec ses troupes et son armée prendre le pouvoir au Maroc. Malheureusement pour le pauvre Jean-Sébastien, il y a eu une bataille terrible. Ça s'appelle la bataille des Trois Rois. C'était une très grande victoire pour le Maroc. Et Abd el-Malik étant mort, qui est-ce qui vient après? C'est Ahmed le jeune, qui était enfant encore, qui est devenu un grand monsieur et qui a combattu avec son frère. C'est lui qui a pris le pouvoir. Et alors, il ne lorgnait plus vers le nord, il commençait à lorgner vers le sud. Il a dit les Espagnols, les Portugais, ils sont là, c'est trop compliqué. Il a commencé à lorgner vers le sud. Et il a envoyé une armée pour prendre les mines de sel et les mines d'or qui se trouvaient à Tombouctou et dans le Niger, et dans le Mali. Grâce à cette conquête, il s'est enrichi énormément. Et c'est pour cela qu'on appelait Mohamed al-Mansour Derbi, le doré. Voilà à peu près ce qui s'est passé pendant la période saadienne, qui s'est terminée également dans le sang, dans la lutte contre les uns contre les autres pour prendre le pouvoir. Alors, après ce petit temps de pause, où est-ce que nous en sommes exactement? On vient de finir avec les Saadiens. Je crois que maintenant on va passer aux Alaouites. Ah oui, effectivement. Bon, maintenant, à cette époque-là, il y avait des confréries, plusieurs confréries qui luttaient les unes contre les autres. Les luttes d'influence ont commencé à se manifester entre, d'une part, la Zaouïa d'Ilahi et d'autres Zaouïas, et les premiers Alaouites. Mais le plus important, celui qui va créer l'État marocain, qui va asseoir l'État marocain et qui va en finir avec tous ces gens-là, c'est l'un des frères de Moulay Rachid qui s'appelle Mohammed. Et c'est le frère de Moulay Ismaïl, du fameux Moulay Ismaïl. Et Moulay Ismaïl a pu, grâce à cette main de fer, a pu rétablir la sécurité dans tout l'ensemble du pays. Et ensuite, il y a eu Sidi Mohammed ben Abdullah. Au sujet, on ne peut pas parce que c'est très long, c'est immense. C'est immense d'informations. On ne peut que faire quelques touches comme ça pour le temps qui nous est peut-être imparti. Sidi Mohammed ben Abdullah a fondé la ville de Souira parce que c'était un très grand commerçant. Et après Moulay Slimane, il y a eu Sidi Mohammed, il y a eu Moulay Abdelrahman, il y a eu Sidi Mohammed, le fils de Moulay Abdelrahman, puis il y a eu un autre grand roi, Moulay Hassan, c'était l'homme qui était toujours sur son cheval. Et il est mort, il est mort à cheval en quelque sorte. Et qui est-ce qui est venu après? C'est Moulay Abdelaziz, qui était encore enfant. Lorsque Moulay Abdelhafid est venu, il a essayé, malheureusement sans beaucoup de succès, à reprendre les rênes des choses,
c'était déjà trop tard. La France était très très avancée, qui impose un protectorat au Maroc en 1912, à Moulay Hafid qui le signe, jusqu'à la guerre. Et à ce moment-là, Mohamed V, que Dieu ait son âme, était déjà roi du Maroc pendant la guerre. Et c'est à cette année, ou l'année 1944, que le manifeste de l'indépendance a été présenté à Mohamed V et à la résidence. Le manifeste, ça veut dire la requête faite par les nationalistes pour dire « nous voulons être indépendants ». Assez, le protectorat doit être déchiré. Ah oui, à propos, je vais te faire une surprise. J'ai pour toi quelques cassettes que je voudrais te faire voir. Tiens, voilà la cassette, mets-la dans la vidéo. Le rôle de Mohamed V, durant ses 34 ans de règne, est très important, tant sur le plan national qu'international. Il a incarné l'éveil du Maroc à la souveraineté nationale, il a préservé l'unité territoriale du pays, il a prôné la tolérance, il a élaboré la Constitution. Plusieurs fois modifiée, la Constitution a été promulguée par son fils Hassan II et ratifiée en mars 1972. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les troupes marocaines sont allées combattre aux côtés de la France. Et c'est sur un appel de Mohamed V, lu dans toutes les mosquées, que les hommes se sont mobilisés pour combattre. Mohamed V a été le seul chef d'État décoré par le général de Gaulle en tant que compagnon de la libération pour le soutien actif apporté aux Alliés. Cette reconnaissance, comme il a été souligné, concerne aussi la protection intransigeante des Juifs marocains contre le nazisme et les actions racistes et criminelles du régime de Vichy. Le fils de Mohamed V, Hassan II, a œuvré sa vie durant pour l'édification d'un Maroc qui conserve jalousement ses traditions séculaires et opte, une fois pour toutes, pour une démocratie moderne.